Salut tout le monde, je suis Farid Las, personnage échappé du tableau de Georges de la Tour intitulé Le tricheur à l'as de carreau. Bienvenue au CPJ Casino pour notre grand enjeu, le travail. Je vous prie de bien applaudir madame, messieurs. Voilà, nous vous remercions tant pour avoir répondu à notre appel et on vous souhaite un bon retour à votre repos éternel. Comme c'est déjà dit, donc aujourd'hui c'est la dernière partie de notre grand enjeu. Le travail est là pour objet repenser le travail. Qui dit repenser le travail, c'est-à-dire essayer de voir s'il y a des possibilités à améliorer l'expérience de travail pour chacun. Donc, le travail, donc, il est émaillé de pénibilité, il est source de dégradation de l'homme, de sa dénaturation. Donc le travail il a servi l'homme, il en fait un esclave, le travail épuise le corps, le travail occupe tout le temps. Donc le travail également, on a vu que ça tend à produire des objets qui sont superflus ou bien à répondre à des besoins qui ne sont pas réels, etc. Donc notre partie aura pour objet de voir est-ce qu'il n'y a pas possibilité de faire du travail une expérience heureuse et défiante et non plus une expérience dévastatrice ou bien nuisible, ou bien néfaste pour l'homme. Donc le premier axe, donc, il aura pour objet de réorganiser le travail. Donc, repenser le travail, ça revient tout simplement à réorganiser le travail pour alléger autant que possible les peines du travail. Donc la réorganisation elle permettrait de atténuer les peines dont l'ouvrier souffre, bien qui font de son expérience un enfer. Également, donc, réorganiser le travail pour réaliser, de façon à ce qu'on puisse réaliser un bon rendement, mais pas au détriment du travailleur. Également, donc, ça réorganise le travail, ça revient à enthousiasmer les ouvriers et leur ôter le sentiment de dégoût du travail. Donc, de façon à ce que, voilà, donc, c'est mauvais, vous l'avez déjà dit, madame, que les ouvriers ressentent un certain dégoût de leur travail, du lieu du travail. Donc, essayer de remédier à cela à travers une réorganisation du travail. À la page 200, vous dites la solution idéale, ce serait une organisation du travail telle qu'il sorte chaque soir des usines à la fois le plus grand nombre possible de produits bien faits et des travailleurs heureux. Donc la solution idéale. Donc voilà l'alternative, une issue à ce problème. Donc il dit que c'est l'idéal, c'est-à-dire c'est le sommet, ou bien la meilleure solution qui puisse être. Donc ce serait une organisation du travail. Donc c'est-à-dire réorganiser le travail de façon à ce que voilà la résultante, c'est qu'on obtient un produit ou bien qui répond à des besoins qui est satisfaisant du point de vue de la qualité et aussi du point de vue de la quantité. Et de l'autre côté, il faut que les ouvriers quittent le travail en étant heureux, c'est-à-dire qu'ils ne soient pas épuisés, qu'ils ne sortent pas avec un esprit dégradé, etc. Donc cette réorganisation du travail aura la vertu tout simplement de concilier et rendement et le bien-être des travailleurs. Donc je ne vais pas vous donner les autres citations, je vais les consigner dans la partie description. Si pour ne pas allonger le travail, donc je peux vous en paraphraser, par exemple pour Virgile, donc il a posé il a présenté le travail d'Isabelle comme étant un modèle dont on doit s'inspirer. Donc l'organisation du travail dans la ruche, c'est un modèle qui permet, qui n'asservit pas, qui ne présente
pas des séquelles pour pour les abeilles. Oui, bien sûr, donc il y a des risques, etc. Mais donc, dans tous les travaux, il y a des risques, il y a de la fatigue, etc. Mais bon, pour les abeilles, donc c'est la façon dont on organise le travail. Donc les peines sont répartis, justement répartis. Donc il y a une certaine équité dans la répartition de la peine. Ce n'est pas il y a ceux qui souffrent trop et ceux qui ne souffrent pas. Donc il y a une certaine équité. Également pour Vénavert, donc il a dit que, donc c'est Pasmal qui a dit que voilà, la réorganisation du travail, donc il lui a permis de respirer, c'est-à-dire l'ancienne organisation, il était il était étouffant, donc ils étaient oppressés par l'organisation ancienne du travail. Un autre axe, il s'agit d'atténuer l'effet contraignant de la tyrannie ou bien de la hiérarchie, de l'arbitraire humain. Donc on a vu tous que au niveau du travail, donc il y a cette présence de la hiérarchie. Cette hiérarchie, on a vu que donc elle a des effets néfastes. Donc elle écrase l'ouvrier. Donc et dans cette hiérarchie, dans cet exercice de hiérarchie, dans cet exercice de pouvoir, qu'ont les patrons, ou bien les maîtres et les contremaîtres, etc. Donc il y a une grande part de l'arbitraire humain. Donc ce qu'il faut pour diminuer en quelque sorte, pour corriger ou bien réduire au maximum possible les effets néfastes de cette hiérarchie ou bien de ce pouvoir, de cet abus de pouvoir qu'ont les patrons, c'est premièrement favoriser le dialogue entre patrons et ouvriers. Voilà. Parce qu'à l'usine, donc, ou bien dans le travail, il y a une certaine verticalité. Voilà. Donc, les ordres fusent d'en haut, et le salarié ou bien le travailleur il doit exécuter coûte que coûte, même si au détriment de sa santé. Faire du travailleur un partenaire à part entière, c'est-à-dire, donc ça va dans le sens d'établir dialogue, favoriser les initiatives. Donc toujours, donc on est dans l'esprit du dialogue. Eh bien, pour Simone Veil, à la page 112, ça veut dire en ce qui concerne les usines, la question que je me pose tout à fait indépendante du régime politique est celle d'un passage progressif de la subordination totale à un mélange de subordination et de collaboration, l'idéal étant la coopération. Donc regardez, toujours on souligne l'idéal, c'est-à-dire ce qui est parfait. Donc dans les usines, on ne peut pas effacer la hiérarchie, mais donc, ce que Simone Veil déplore, c'est cet arbitraire, c'est cette tyrannie, c'est ce pouvoir de Dieu qu'ont les patrons. Donc il faut revoir ça. On doit commencer par un passage progressif, c'est-à-dire essayer d'apporter des changements, mais de façon progressive par palier. Premièrement, un passage progressif de la subordination à un mélange de subordination et de collaboration, c'est-à-dire donc essayer d'ouvrir des canaux de discussion, de communication. Donc, il faut en quelque sorte cesser ou bien couper court avec cette verticalité des ordres ou bien de la structure. L'idéal serait la coopération. Il faut qu'il y ait une certaine coopération entre les patrons et le salarié. Donc pour Virgile, donc il a donc je vais tout simplement paraphraser. Donc en s'adressant à César, donc il lui demande d'être à l'écoute de son peuple, c'est-à-dire donc écouter les doléances, s'informer de ce que les agriculteurs et les campagnards vivent de leur misère. Donc cela, donc en les écoutant, donc cet effet de pouvoir, ou bien ce pouvoir qu'il a sur eux ou bien qu'il exerce, il n'aura plus cet effet
ne le ressentiront pas comme un tyran, donc ou bien un despote. Donc en quelque sorte, cela permettrait à comprendre ou bien à agréer même ce pouvoir qu'ils exercent sur eux. Pour, pour, pour Vénavert, donc il y a une certaine ambivalence dans l'exercice de ce pouvoir. Donc Benoît, c'est un exemple saillant. Donc parfois il est arrogant, parfois il est agressif, parfois je dirais même tout au long de... Donc c'est quelqu'un de méchant quand même, comme l'a décrit aux gens. Donc c'est pourquoi la banque lui a accordé un prêt ou bien le crédit. C'est parce que c'est un bonhomme méchant. Mais à la page 147, Pasma, il dit que Benoît l'a reçu avec une véritable cordialité, c'est-à-dire il ne me déplaît pas ce garçon, c'est-à-dire il trouve que Benoît c'est quelqu'un de sympathique, hein. Donc il a discuté avec lui de façon cordiale, sympathique, il était je dirais même doux. Donc voilà, donc il y a une certaine, donc cela, ils ont discuté, ils ont parlé, donc il y avait un certain dialogue, donc il n'y avait pas une certaine verticalité ou bien cette imposition de son pouvoir. Eh bien, un autre moyen pour repenser le travail, ça revient à cultiver le mysticisme. Et donc, qui dit le mysticisme, c'est-à-dire, ce sont les croyances et les pratiques qui permettent à l'homme de renouer avec le principe, ou bien avec la divinité. Donc il y a question de la croyance. Donc la croyance, donc quand on croit, quand on est croyant, quand on a la foi, quelle qu'elle soit, donc ici pour Simon Levé, c'était le christianisme. Donc il a beaucoup chanté, il a beaucoup exhorté, en quelque sorte, voilà, les ouvriers à être croyants. Donc ça permet de réduire les peines, ou bien ça leur permet de mieux supporter les peines. Également, donc ceux qui ne sont pas croyants, donc ils ont l'art. Donc l'art, donc ça permet de sublimer les peines c'est ce qui permet c'est une compensation, bien quelque chose qui permet c'est une récréation, c'est un loisir qui vous permet de se régénérer et de supporter mieux les peines au travail. À la page 271, dit quiconque travaille soulève des fardeaux, manie des leviers, doit aussi de son faible corps faire contrepoids de l'univers. Et voilà, donc c'est Archimède, le levier, avec faire le contrepoids avec son corps et avec son faible corps, un ouvrier, même s'il soulève des fardeaux, des charges, des leviers très lourds, très résistants à manier. Donc, mais avec son corps, il peut faire le contrepoids même de l'univers. Comment ça? Donc cela est trop lourd et souvent l'univers fait plier le corps et l'âme sous la lassitude. Mais celui qui s'accroche au ciel fera facilement contrepoids. Donc s'accrocher au ciel, c'est tout simplement être croyant. Quand on est croyant, donc cela permet de mieux supporter les peines au travail. Donc et cela fait du travail ce qui rend le travail moins pénible. À la page 266, vous ajoutez une seule chose, rend la monotonie supportable, c'est une lumière d'éternité. Donc la monotonie, c'est l'une des peines au travail, c'est que donc la monotonie, c'est la routine, c'est les ornières, vivre dans les ornières. Et quand on fait un travail de façon monotone, etc., quand on vit dans la monotonie, c'est très 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 douloureux à supporter, surtout sur le plan de l'esprit. Et voilà, donc c'est cette lumière d'éternité, c'est-à-dire la foi, la croyance quelle qu'elle soit, dans n'importe quelle divinité, ça permet de supporter cette peine. Pour Virgile, donc la présence de la religion est
très prégnante. Donc chaque fois, il demande au cultivateur de prier, donc à faire une prière, donc s'adresser, respecter les divinités, leur consacrer des cultes qui leur sont dus, à Bacchus, à Cérès, etc. Donc à toutes les divinités, donc ils ont droit donc le cultivateur, il doit les honorer par les sacrifices, etc. Et bien également pour Vénavert, donc il y avait la question de l'art. Donc Fernand de Haze, c'est par l'art qu'il arrive à se défendre. Donc il y a un autre élément, c'est favoriser la formation continue et l'élévation intellectuelle du travailleur. Donc pour permettre à l'ouvrier de bien, pour corriger en quelque sorte les tares ou bien les déviances qu'on connaît dans le travail. Donc il y a cette formation continue. Donc on doit favoriser, on doit donner la possibilité à l'ouvrier de se former. Ou bien dans le cas échéant, donc il y a l'élévation intellectuelle du travailleur. Donc doter le travailleur d'un certain degré de culture. Donc le problème, c'est que la plupart à l'époque de Simon, et même avant, donc les ouvriers, ils étaient incultes, analphabètes, etc. C'est ce qui participe à les ravaler à des bêtes de somme. Donc ils n'ont que leur force physique à vendre à l'usine. Et c'est ce qui aggrave leur situation. Eh bien, pour permettre une élévation intellectuelle des ouvriers, donc il propose en quelque sorte, à la page 127, il m'est venu à la mémoire un vieux projet qui me tient vivement à cœur, celui de rendre les chefs-d'œuvre de la poésie grecque accessibles aux masses populaires. Eh bien, donc la poésie grecque, c'est un luxe qui était réservé à l'élite. Donc Simon Weil, il pense en quelque sorte à vulgariser le savoir, la poésie grecque. Donc, les vertus de la poésie grecque, tout le monde les connaît, surtout pour un prof de philo comme Simon Weil. Donc le fait de mettre la poésie à la portée des masses populaires, donc cela permet de les doter d'une certaine culture. À la page 267, donc l'idée est sans équivoque. Le peuple a besoin de poésie comme du pain. C'est très simple, vous pouvez la mémoriser très vite. Donc le besoin de l'homme ne consiste pas en des besoins matériels, vitaux, bien, ça ne se limite pas au pain, sinon il serait comme un animal, mais il a besoin de la poésie, il a besoin du beau, de l'esthétique, de la culture, de quelque chose d'intellectuel, quelque chose qui lui permet de se distinguer de l'animal. Donc la poésie, dans la poésie, il y a savoir, il y a culture, il y a musique, il y a tout. Donc ça, c'est moindre des choses de doter un ouvrier de culture. L'élévation intellectuelle ou bien la formation continue, donc Virgile, il appelle le cultivateur à l'étude, à apprendre des préceptes, à apprendre les procédés de culture, etc., à se documenter, etc. Donc il y a pour évoluer, pour aller plus loin, pour faire de l'expérience différente qu'on vient de dire, pour se perfectionner, pour s'améliorer. Donc il y a le savoir, il est important. Donc il est important dans la mesure où, pour faire son travail de façon rationnelle et logique, mais aussi ça permet à l'homme de progresser, de s'élever, de se sentir comme un être humain. Le reste des citations, vous pouvez le trouver toujours comme je viens de le dire, dans la description. Un autre élément dans cette
partie consacrée ou bien dans notre partie consacrée à repenser le travail, donc on doit penser à garantir et préserver la dignité du travailleur. Donc la dignité, c'est ce qu'on a de plus cher, c'est inestimable. Et malheureusement, dans l'usine, les ouvriers souffrent d'humiliation. Donc quand on est humilié, on perd en quelque sorte son humanité. À la page 237, donc il a parlé de la paix semble plutôt une aumône que le prix d'un effort. Donc la manière dont les ouvriers sont payés, donc ils se rassemblent devant les guichets comme Simon l'a dit, comme des troupeaux, et bien pour recevoir une paix qu'on leur donne d'une façon humiliante. Donc il y a même c'est leur droit, donc ils ont trimé, ils ont sué 100 kilos pour gagner ce qu'ils ont gagné. Et enfin, on leur donne d'une façon humiliante. Et la même, voilà, donc question de la dignité n'est pas préservée, n'est pas garantie dans l'usine. Donc il faut veiller à ce que repenser le travail, ça revient tout simplement à organiser le travail de façon à ce que la dignité de l'homme ne soit pas bafouée. Simon, Virgile également, il en a parlé. Et l'autre, en parlant du cheval, donc il ne faut pas le délaisser quand il est vieux. Donc il faut s'en occuper parce que donc un animal dont on ne s'occupe plus, donc qu'on laisse pour compte, donc il va souffrir, il doit crever dans le besoin et la maladie, alors qu'il a rendu de loyaux services. Donc donc on doit garantir ça, au moins sa dignité. On doit se montrer, voilà. Donc on doit reconnaître sa contribution au travail. Donc c'est une forme d'ingratitude si on n'en prend pas charge quand il est vieux ou bien impuissant ou bien ne peut plus travailler. Un autre élément, c'est faire en sorte que le travail soit une passion, une source de joie, de fierté pour le travailleur. Ça, c'est très important. Repenser le travail, c'est de faire du travail non pas une corvée, non pas une contrainte, mais une passion. C'est-à-dire faire aimer à l'ouvrier ce qu'il fait. Donc qu'il soit attaché à son travail, qu'il aime son travail. Donc s'ingénier à faire Donc il invite les patrons, les ingénieurs à faire du travail une bonne expérience ou bien quelque chose qui attire l'ouvrier, qui ne soit pas, de façon à ce que le travail soit centripète, non pas centrifuge, quand on a vu le rapport à l'espace. Eh bien, à la page 243, donc Madame Simon, vous dites « Tout ouvrier serait heureux de montrer l'endroit où il travaille à sa femme et ses enfants. » Et c'est bien. Donc ce n'est plus un endroit qui le dégoûte, ce n'est pas un endroit où il ressent le dégoût, ce n'est pas un endroit où il se sent humilié, mais c'est un endroit où il se sent épanoui, un endroit où il se sent chez lui. Donc, le fait qu'il se sent fier ou bien heureux de montrer son lieu de travail, donc cela fait qu'il est passionné par son travail. Que le travail, c'est une partie de lui, c'est quelque chose qui l'honneur, c'est quelque chose qui a l'honneur, il a l'honneur de montrer le lieu où il travaille ou bien ce qu'il fait. Également, donc à la page 243, vous ajoutez, on peut trouver des méthodes infiniment variées pour stimuler et satisfaire la curiosité des travailleurs à l'égard de leur travail. Donc voilà, ça concourt à faire du travail une passion. Pour Winawer, donc il a cité le cas de Topfer, donc c'est quelqu'un qui aime avec passion les objets d'art.
et pour ça il écume les bibliothèques. Donc il écume, c'est-à-dire il se donne beaucoup de mal à lire énormément d'ouvrages pour trouver la trace des objets. Eh bien, donc c'est un travail certes fatigant, pénible, qui absorbe et le temps et l'énergie, mais Topfer, il se sent et il aime ça, donc il ne se plaint pas. Donc c'est pourquoi? Parce qu'il est passionné. Donc quand on a cette passion de travail, donc les peines sont, on les transcende, on ne les ressent même plus. Et également pour Virgile, donc il y a les abeilles, parce qu'ils sont enthousiasmés par le travail, parce qu'ils aiment le travail, parce que donc leur travail c'est leur passion, donc ils l'exécutent d'une façon, donc il a dit, ils façon avec art leur rayon, et le miel qu'ils produisent, donc il est de bonne qualité. Pourquoi? Parce qu'ils sont passionnés de leur travail. Un autre élément, c'est essayer de reconsidérer les besoins de l'homme. Voilà, donc je vous ai apporté ici une très belle citation que j'ai trouvée chez Diderot dans le supplément au voyage de Bougainville. Je prends la peine de la lire. Si tu nous persuades de franchir la limite étroite du besoin, quand finirons-nous de travailler? Quand jouirons-nous? Ici, c'est un vieillard de Tahiti qui était en train de dialoguer avec un habitant du Nouveau Monde. Donc celui qui vient de l'Ancien Monde, c'est-à-dire de l'Europe, ceux qui ont en quelque sorte colonisé l'Amérique. Ici, celui qui vient de l'Ancien Monde, donc, il propose donc, de travailler pour produire plus, pour générer des profits. L'autre, l'habitant de ces îles, donc il lui a dit, tu nous persuades de franchir la limite étroite du besoin. Donc, c'est-à-dire, donc, tu nous encourages ou bien tu essaies de nous convaincre de travailler pour produire plus. Et quand on travaille pour produire plus, c'est-à-dire quand on dépasse la limite du besoin, on travaille pour satisfaire d'autres besoins que les besoins essentiels, donc on n'arrêtera pas de travailler. Donc tout notre temps sera absorbé par le travail. Et du coup, donc, quand est-ce qu'on va jouir? Donc c'est une bonne sagesse là qui nous invite à repenser notre rapport au travail et également notre rapport au produit, notre travail. On travaille pour produire ce qui est utile. Mais toujours, est-ce que c'est pour produire ce qui est utile? Parfois, on produit quelque chose qui est de superflu. Et malheureusement, c'est la tendance. À la page 255, c'est Simon Weil, c'est qu'une automobile ne sert pas seulement à rouler sur une route, il est aussi une arme dans la guerre permanente que mène entre elles la production française et celle des autres pays. C'est bien, oui, c'est clair, c'est fort. Donc l'automobile, donc, ça a été mis au point pour tout simplement rouler, pour se déplacer, pour voyager plus vite, plus confortablement, mais donc pour répondre aux besoins de déplacement. Et maintenant, donc, elle est devenue une arme de guerre. Donc une arme de guerre économique, même de guerre de conflit armé, parce que derrière l'automobile, il y a le pétrole. Donc énormément de guerres ont éclaté à cause du pétrole. Et le pétrole, ça sert à remplir les réservoirs des voitures. Donc sans pétrole, donc, les voitures ne pourront plus rouler. Donc il y a à l'époque, je crois, de Simon Weil, donc les guerres n'ont pas encore éclaté à cause du pétrole, mais il y avait la colonisation. Donc énormément d'endroits dans le monde étaient colonisés tout simplement pour alimenter les voitures ou bien les grandes entreprises qui gourmandes ou bien avides de profit, donc ils sont jetés sur ils ont encouragé en quelque sorte, et même ils ont financé la colonisation. Et bien donc voilà l'automobile, donc c'est un produit mais qui sert à se déplacer, mais malheureusement donc c'est devenu un outil de guerre. Et
voilà, donc Simon Weil, il va jusqu'à même à incriminer la publicité parce qu'il crée des besoins superflus. Pour Venaver, donc la question elle est très claire parce que la nouvelle équipe, bien, donc ils ont dit littéralement donc la dynamique l'approche créative, c'est à la page 172. Donc j'aime bien cette citation, elle me permet de voilà, donc, l'approche créative consiste à créer le problème en affirmant à notre consommateur qu'il est malheureux en lui expliquant pourquoi. Voilà, donc ici on crée des besoins chez le consommateur. Donc même s'il n'a pas ce besoin, donc on le suscite, on le crée, on le génère, en lui disant que voilà, donc qu'il est malheureux, qu'il a un problème, même si on n'en a pas. Et puis donc pour dépasser ce malaise qu'on a créé chez lui, donc il doit consommer, il doit acheter. Donc voilà tout ça c'est du mensonge, c'est pas vrai, c'est de la manipulation. Eh bien donc voilà, donc le travail n'est pas orienté tout simplement à satisfaire les besoins, mais donc il a pris et c'est dévoyé, donc il consiste à créer des besoins factices, des besoins superflus, et puis les satisfaire. Un autre élément pour voilà, retrouver son humanité en travaillant. Donc il s'agit de faire en sorte que voilà, en travaillant, on ne doit pas perdre son humanité, on ne doit pas être ravalé à l'état de bête humain, de bête, de somme ou bien d'animal. Donc retrouver son humanité, donc ça va dans le sens de ne pas être dénaturé par le travail. J'aime beaucoup donc on a deux citations là, l'une de Simone et l'autre par-dessus. Donc les choses jouent le rôle des hommes et les hommes le rôle des choses. C'est la racine du mal. Donc voilà, donc il faut donc réinverser la donne. Donc c'est tout simplement redonner à l'homme sa place, ou bien lui voilà, lui restituer son humanité, et voilà, et à la machine son rôle. Donc c'est-à-dire la machine ne doit pas supplanter l'homme, alors que c'est le contraire. Pour Venaver, à la page 69, donc Marjorie qui dit à son mari Benoît, manger, travailler, dormir. Lui, il ajoute faire l'amour. Donc voilà la vie même d'un cadre, leur vie, donc il se limite à ces trois verbes, à ces quatre verbes: manger, travailler, dormir, faire l'amour. Donc ça les ravale à l'état de l'animal. Donc le travail, normalement, il doit permettre l'élévation de l'homme et non pas son rabaissement à l'état de l'animal. Eh bien, à la page, le dernier axe, c'est célébrer et fêter l'accomplissement du travail. Donc au travail, on doit penser à célébrer, à organiser des fêtes, à donner des festins, etc. Tout simplement pour rompre avec les peines du travail. Donc c'est la philosophie en quelque sorte des fêtes. Pour Simone Weil, il voit que les fêtes sont aussi indispensables à cette existence que les bornes kilométriques au réconfort du marcheur. Eh bien, donc les fêtes sont des jalons, qui sont des repères dans le temps. Ça permet en arrivant à, voilà, toujours quand on travaille, ou bien le marcheur, donc il attend l'arrivée, ou bien voir des bornes. C'est-à-dire ça réduit la peine de la marche ou bien du voyage. Et bien de même que les fêtes, donc quand on a l'idée qu'à telle date il y aura une fête, donc ça nous met dans l'état d'espérer, et quand on espère, on souhaite qu'il y aura un jour où on ne souffrira pas, qu'on mangera à satiété, qu'on chantera, etc. Donc ça en quelque sorte, ça nous permet d'endurer les maux ou bien les peines au travail.
Oui, c'est logique. Des voyages gratuits et laborieux semblables autour de France d'autrefois devraient devraient, voilà, dans leur jeunesse, c'est-à-dire les ouvriers, rassasier leur faim de voir et d'apprendre. Donc voilà le rôle des fêtes. Donc ils permettent tout simplement de combler l'âme, surtout voilà, les ouvriers. Donc la semaine voilà, donc à l'époque ils travaillaient carrément toute la semaine. Puis ce n'est qu'après qu'il y avait le jour de repos de dimanche, puis avec les luttes, etc., on leur a enfin accordé une semaine de congé pendant l'année, et puis donc jusqu'à la configuration actuelle. Donc, et l'organisation des fêtes, donc c'est une façon tout simplement de reconnaître et de gratitude à l'égard de travailleurs. Donc, par exemple, à la page pour le cultivateur, donc les fêtes, ils sont systématiques, ils tombent toujours, et surtout voilà, donc Verger, il a parlé de l'hiver. Donc l'hiver, c'est le moment où les travailleurs goûtent aux fruits de son labeur. Ils se donnent les agriculteurs se donnent des festins. Et le festin, c'est un moment de joie, on mange à satiété, c'est une revanche sur la peine du travail. Également dans dans l'entreprise de Fernand de Haas, donc il a donné, voilà, donc les fêtes annuelles elles sont toujours là. Donc c'est où il a annoncé son nouveau produit, et l'autre blanc, rouge, et l'autre où Benoît il a organisé là, donc ça coïncide avec la fête de mariage de Gigi et d'Alex. On a fêté le départ de Lubin, etc. Et donc on a fait également la promotion de Cohen. Donc les fêtes, ils ont la vertu de réconforter, c'est une occasion pour voilà, c'est une vengeance en quelque sorte, c'est une revanche sur les peines du travail, c'est une récompense voilà, vis-à-vis des peines qu'on a essuyées. Et c'est ici que prend fin notre aventure. Mais avant de partir, il y a des invités que j'aimerais bien vous présenter. C'est Madame Hannah Arendt, auteure de la crise de la culture. Monsieur Soderlo de Laclos, auteur de Liaisons dangereuses. Et le dandy, là, c'est bien coiffé, c'est bien habillé, c'est Alfred de Musset, l'auteur de Laurent Zaciot. Ce sont les futurs joueurs du CPGE Casino l'année prochaine avec un autre thème qui est faire croire. Sur ce, je vous dis au revoir et à bientôt, et merci. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les faire parvenir, et au revoir.